Alors, est-ce que, comme moi, vous aimez et connaissez Patrick Modiano? Oui, bien sûr, mais comme dans Dora Bruder, par exemple, l'idée que l'enquête devient le récit. C'est pas forcément... On ne saura pas l'histoire de Dora Bruder, mais tout ce qu'on va arpenter, les maisons, les rues, les archives, les photographies, on lit, on arrive au bout et waouh, on a compris quelque chose de nous, de ce qui entoure. Je ne sais pas si vous aimez, oui, bien sûr, c'est pas la question d'aimer, mais tout le travail de Walter Benjamin, vous savez, dans ces années de 1935 à 1940, où il est à la BNF, où il scrute et recopie, 80% de ça, c'est recopié en français, toutes ces choses qui n'appartenaient pas à la mémoire, les éphémères, les tracts, les libelles. Il cherche Baudelaire en travaillant sur la peau du siècle. Et puis ce qui émerge, c'est la ville, les panoramas, là encore beaucoup, la photographie, etc. Je ne sais pas si vous êtes comme moi religieux ou non, en ce moment c'est pas des mots qu'on aime, mais sens unique, enfance berlinoise, là encore passé par toutes petites choses, la table à écrire, les outils d'écriture, et puis tout ce qu'on remonte jusqu'au bout. Ça fait beaucoup tout ça, non? J'en rajoute encore un. Sebald, vous savez, cet Autrichien qui vit en Angleterre, qui meurt, le pauvre, dans un accident de la route, mais par exemple, Vertige, partir à la rencontre sur les lieux où a été Franz Kafka, aller rendre visite à Heinz Herbeck, c'est comme ça, Ernst Herbeck, dans l'hospice où il finit ses jours. Un qui est plus méconnu de Sebald, ses jours à la campagne. Toujours le même procédé où on utilise aussi beaucoup la photographie, le document d'archives. Et puis, il y a un chapitre totalement incroyable à la fin, Le promeneur solitaire, c'est sur Robert Walser, mais où on découvre l'histoire incroyable du rêve de Walser de partir en Inde, d'aller faire un voyage tout au bout de l'Inde. Alors où je vais avec tout ça? Simple, un livre relativement court, 160 pages, c'est chez Arléa, Yannick Lemarec, c'est très dense, mais je pense que s'il n'y avait pas ces continents, d'ailleurs ils sont toujours évoqués, c'est l'enquête à la Modiano, d'ailleurs apparemment c'est parce qu'il est déjà dans une enquête à la Modiano. Je sais que Yannick Lemarec par exemple travaille sur le photographe Eugène Adjet, ces lieux dans Paris, et puis aller sur place et retrouver ça, qu'un fait divers lui saute à la figure. Et puis justement les fondations, c'est Walter Benjamin, c'est Jean-Christophe Bailly, dépaysement, etc. Mais Jean-Christophe Bailly qui est le neveu du peintre Jacques Monory. Jacques Monory a au moins 50 tigres bleus dans ses toiles. Et puis justement ce rapport à l'archive, à la photo, et puis à raconter comment soi-même on déambule, c'est Sebald. Alors, est-ce que c'est un livre qui se masque? Non, c'est simplement que sous le fait divers émerge à la surface la part vivante du livre, c'est le lien que chacun de nous, dans l'écriture, on essaye d'élucider, de mettre en œuvre, à savoir comment on enquête, comment on se met soi-même en situation de travail, d'exploration, de rue, partir en quête, en deux mots, mais c'est du jeu de mots trop facile. Et puis le fait que, par exemple, dans Sebald, la passion soit littéraire, c'est-à-dire que notre passion au romanesque, notre passion à ce qui, dans la littérature, nous emmène dans ce rapport au monde où on se comprend, mais où on se comprend et dans l'épaisseur du temps et dans nos errances. Non, c'est pas ça. Notre façon d'arpenter l'espace qui nous est confié, parce que c'est en le touchant dans ses limites, dans ses... qu'on comprend en quoi nous-mêmes on est être de temps et d'espace.
C'est un livre avec tigre. C'est une histoire de tigre. Je suis un peu dans le désordre, mais là ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait de vidéo, ça boite un peu, puis surtout ça m'impressionne, ça fait plusieurs jours là que le livre est devant moi, mais comment tu vas le prendre, comment tu vas l'attraper, comment... Alors on pourrait le prendre comme ça, par exemple, que faisiez-vous le 24 novembre 2017 vers 17h? J'ai cherché dans mon calendrier, j'ai trouvé que ce jour-là, moi j'étais chez moi parce que pendant 2 jours, j'avais quelqu'un qui travaillait là derrière à refaire la plomberie de la cuisine. Par contre, le 25, là j'étais avec Dominique Pifarelli pour une lecture, violon-voix, à Mâcon. C'est un super bon souvenir que cette lecture. Donc... ouais, j'étais là, le 24 novembre à 17h, quand, à Paris, dans un square, un cirque qui stationne ici. Le type entre pour soigner ses animaux, et puis il y en a un qui se carapate. Soi-disant, plus tard, que la porte de sécurité le cadenas avait été sectionné, et que jamais ça n'aurait dû se produire. Puis ces magnifiques bestioles, des tigres d'Asie, des bestioles de 2,50 m de long, de 200 kg, une tigresse, s'échappe. Et elle s'échappe dans quoi? Dans la réalité parisienne ordinaire. Moi j'ai vu ça à Tours, pareil dans les mêmes eaux. C'est un cirque aussi stationné à Jardiland, sur la rocade. Lui, c'était les lamas, ou je sais pas quoi, qui se baladaient sur la rocade. C'est-à-dire que toi tu roules sur la rocade tranquille, et puis... où on est? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais là, alors, qu'est-ce que fait le type? C'est là aussi où Yannick Lemarais qui va à la dure, quoi. En littérature, tu contournes pas, tu chopes les choses, et peut-être que justement les appuis sur Modiano, Benjamin, Zebal, c'est pour ça, c'est-à-dire à quel moment, s'il y a quelque chose qui fait mal, tu l'affrontes. T'affrontes quoi? Que c'est des balles de nylon blanc de 3,5 mm calibre 12 qui ont servi parce que le type peut pas tirer des machins hypodermiques pour endormir, ça il faut appeler un vétérinaire, ça va demander une demi-heure, etc., etc. Donc il a une arme de sécurité et lui-même zigouille son propre tigre. Un tigre, une tigresse élevée en captivité, qui n'a jamais rien connu d'autre que sa cage, et qui, pendant une vingtaine de minutes, va découvrir quoi? Non seulement notre ville, ce qui est pour nous la peau ordinaire de la ville, mais le ballast du tramway, le tramway qui s'arrête pendant 26 minutes, et là, le Marek va même aller chercher les annonces passées au tramway, ou les annonces pour que l'alerte soit levée. Aussi, paradoxalement, comme on est à Paris, dans le 15e arrondissement, c'est le grand bâtiment paquebot qui sert le bâtiment principal de Antenne 2, enfin les télés et tous ces machins-là. Donc on est tout d'un coup, c'est ce spectacle d'images. Et même les gens aux fenêtres de ce grand bâtiment vont filmer avec leur petit téléphone. Oh, un tigre qui passe. Et puis paf, c'est cette bête magnifique. 20 minutes de liberté après sa captivité, et bam, on la tue. Tout d'un coup, c'est aussi ça, c'est sous le fait divers, cette relation à la liberté. Est-ce qu'on la traite conceptuellement? Est-ce qu'on va baratiner? Non. Et c'est là où l'enquête se fait. J'en lis un petit bout comme ça. Le 24 novembre 2017, les travaux d'aménagement du square, l'adaptation du terrain aux installations du cirque, comme cet escalier qui permet d'accéder aux chapiteaux, ne sont pas terminés. Les failles existent dans l'espace. Le tigre voit qu'il peut passer. Soit donc l'autre possibilité pour lui de tourner à droite en sortant, la plus courte distance pour se rendre invisible étant d'aller vers ce sentier en pente qui monte vers le boulevard entre 2 haies buissonnantes et dont 2 lignes de grillage interdisent toute échappée. Le 24 janvier 2019, je fais ce trajet dans le sens contraire de la marche présumée du tigre. Je suis à cet endroit pour
me rendre compte et rendre possible ce récit. La voie est étroite, c'est une sente préservée du bruit environnant par l'épaisseur des fourrés. Sur la droite, au-delà des taillis, je sais l'existence de la rue René Ravaud qui entoure l'îlot du groupe Altis et débouche sur le boulevard. Un peu plus loin encore, la voie ferrée empruntée par le RERC à l'air libre jusqu'au port de Grenelle. Je distingue un instant le bruit étouffé d'une rame qui ralentit, et puis les quais encombrés des dépôts des sablières, enfin le pont de Garigliano au droit de la Seine. À mi-parcours du sentier descendant, deux hommes inconscients du danger se prennent en photo dans cet espace étroit, sans recul sur le paysage urbain alentour. J'imagine la rencontre impromptue avec le félin le soir du 24 novembre. L'animal libre mais apeuré traversant cet espace réduit, inconnu. Le fauve traversant, le fauve redevenu bête féroce pour tout regard humain qu'il viendrait à croiser à Paris le 24 novembre 2017 dans la fin de l'après-midi. Le tigre ne semble pas rechercher la confrontation. En observant les abords au débouché du chemin sur le boulevard engazonné entre la station du tramway qui circule encore pour quelques minutes avec ces gens qui attendent sous les aubettes et l'esplanade de France Télévisions sur la gauche, vaste mais trop dégagée dans ce monde nouveau, et je l'imagine inquiétant pour cet animal habitué à l'espace clos de la cage. Le tigre choisit d'aller droit, de franchir les voies, les pattes écrasant l'herbe fraîche, de longer pendant une vingtaine de mètres la clôture qui protège les rails de la petite ceinture en contrebas, et c'est sans doute ce qui le perd, de serrer au plus près l'arrière de l'immeuble en proue de navire. Les témoins disent leur ébahissement d'apercevoir l'animal sur une vidéo. On devine le tigre qui marche. On entend dans la nuit le cri d'un homme. Il appelle. Il hurle un nom avec la peur dans la voix. Le tigre ne s'en soucie pas. Il ne se retourne pas pour chercher du regard l'enfant égaré ou intrépide. À cet endroit, la protection est faible et facilement franchissable. Mévie, c'est le nom de la tigresse, s'engage sur la pente tapissée de plantes, couvre-sol et longe le grillage. Les images prises par les portables des employés de France Télévisions qui aperçoivent la scène sont les dernières captations de l'animal vivant. Déjà le dompteur est derrière lui, considérant, c'est ainsi qu'il l'expliqua, qu'il était impossible d'attendre l'arrivée du vétérinaire, seule habilité à tirer des cartouches hypodermiques, que le tir de sécurité prévu par les procédures était la seule solution. Un peu après 18h, la préfecture de police de Paris diffuse ce message: Tigre échappé d'un cirque à Paris 15, tout danger est écarté, ne relayez pas de fausses informations, etc. etc. Alors, ce qui m'a totalement attrapé dans ces 160 pages, c'est le principe, l'enquête reconstituée, le fait divers, ok, mais c'est où ça nous emmène? Où Yannick Lemarec nous emmène, même sachant que c'est quelqu'un qui travaille, pour ceux qui le suivent sur Facebook, d'arrache-pied sur la question de l'image et de l'urbain et sur l'histoire de l'image. Par exemple, Delacroix. Delacroix peint des tigres sans arrêt. Probablement qu'il les peint d'abord justement dans des ménageries. Et par exemple, quand il les installe dans des paysages africains, il n'est encore jamais allé en Afrique. D'où le fait que c'est des tigres asiatiques qu'il installe dans des paysages nord-africains. Mais ensuite, est-ce que Delacroix, à mesure qu'il avance dans son métier, il va voir les tigres? Non, il a fait ça. Il a fait déjà des carnets, des études, etc. Donc il invente. Et quand il dessine des tigres, il réinvente les tigres. Et quand on regarde ça de près, bien, ce qu'on va retrouver, c'est justement la relation aussi à l'Afrique du Nord, à l'occupation de l'Algérie. Et puis tout d'un coup, c'est là où ça commence à bifurquer. C'est-à-dire, il part en quête de cette question du tigre dans la peinture, dans la photo, dans la littérature. Même Sebald y prendra qu'est-ce qu'il y a comme occurrence de tigre dans Sebald, parce que Sebald lui donne ce vocabulaire et ce principe de jouer sur l'archive, la photo, etc., et qu'il retombe sur ce chapitre incroyable que moi j'avais le livre, je l'avais lu, j'avais lu le chapitre sur Walser, parce que Walser pour moi est un écrivain de premier plan extrêmement important, mais j'avais totalement zappé cet
cette histoire de voyage en Inde, de patron de presse qui est prêt à lui avancer l'argent pour son voyage en échange de relations, etc. Et que Walser, non, ne va pas au Tigre. Je parlais de Delacroix, mais de Delacroix, on passe à ce peintre qui, lui, est totalement dans la vie contemporaine, avec des voitures, des armes, ces voyages américains, qui est Jacques Monory. Mais où est-ce qu'on va entrer là? Où ils étaient, les animaux? Lautréamont, je ne sais pas s'il parle de tigre, mais en tout cas, je me souviens de cette phrase dans les poésies. « Chaque fois que je lis Shakespeare, il me semble que je déchiquette la cervelle d'un jaguar. » Justement, jaguar, parce que lui, il est d'Amérique du Sud, et que le tigre, c'est pas son espace, mais cette notion du fauve, elle est là. Chaque fois que je lis Shakespeare, il me semble que je déchiquette la cervelle d'un jaguar. Mais à la mort d'Isidore Ducasse, vous savez que ce gamin de 24 ans, probablement emporté par une grippe en plein siège de Paris, mais en situation d'être affamé, puisque le notaire est censé lui transmettre les subsides de son père, puisque Paris est assiégé. Ben non, mon gars, tu reviendras quand j'aurai les sous. Eh bien, il est enterré dans les Hauts-de-Paris, là, au cimetière Montmartre. Et puis, il y a 3 personnes qui suivent sa tombe, mais le même jour. Alors je me trompe toujours entre Jules et Edmond, les frères Goncourt. Il y en a un qui est mort. Allez, disons que c'est Edmond qui est mort et c'est Jules, mais c'est peut-être l'inverse, pardonnez-moi. Eh bien, il vient sur celui qui reste, Jules, disons, vient sur la tombe d'Edmond, justement au cimetière Montmartre. Et puis là, ce qu'il décrit, c'est à la fois ces lumières et ces bruits assourdissants des canonnades tout autour de Paris, et puis ces pauvres morts-là qu'on dépose dans la fosse commune. Donc, le jour même où Isidore Ducasse est enterré, il y a Goncourt qui sait rien de Lautréamont, qui en même temps décrit quelque chose qui peut être l'enterrement de Lautréamont. Mais c'est la période, et c'est là où le frère Goncourt, survivant ultra précieux, il décrit comment, après avoir bouffé les chiens, les chats, les rats, à Paris, on a mis en pièces les éléphants du jardin des plantes, les girafes, et qu'on les a partagés aux Parisiens. Eh bien, j'apprends par Yannick Lemarec que non, les fauves, on les a pas zigouillés. Et tout d'un coup, d'histoire, de symbolique, de littérature, et là on se retrouve à démêler des choses incroyables. Parce que le jardin des plantes, justement, c'est cette relation, un tigre dans Paris. Mettez un tigre dans votre moteur. Moi, fils de garagiste, ça, ce genre de phrase, je la connais. Je ne l'ai pas repéré dans le livre de Yannick Lemarec. Ça m'a surpris. Ça ne rappelait plus les pubs SO. Bon, c'était pas son univers. C'est pas grave. Vous pouvez toujours rajouter, là, mettez un tigre dans votre moteur, SO, on peut se personnaliser les livres, je plaisante plus. Le jardin des plantes. Alors l'enquête, elle est fabuleuse, parce que là, je cherche, mais on recroise Modiano, évidemment, on recroise sur le fait divers, il a été farfouillé dans le Figaro, les commentaires à l'article, et en prison puis abattu de sang-froid. L'acte de malveillance était en fait l'exploitation de ce tigre par le cirque. Si vous voulez voir des animaux savants exploités, il suffit d'aller dans une entreprise. Le monde du travail est bien plus divertissant, etc., etc. Il y en a 2 pages, mais c'est un régal. C'est-à-dire comment on pense. Et c'est pas comment on pense, il faut une petite fracture, une petite épine, une petite fissure. Enfin, faut se prendre le pied dans un pavé. Proust, Guermantes, la cour des Guermantes. Alors je repasse en boucle les quelques vidéos prises sur le vif, en écoutant le silence de la bête passant, trottinant, se hâtant, fuyant vers les zones obscures de la ville, dans ce petit chemin qui mène au rail abandonné dans l'espace des marginaux, des vagabonds, des hobos, devant cette furie, cette silhouette tellement furtive, à peine le temps de s'émerveiller. On a envie d'écrire pour ce tigre, à la place de ce tigre, comme Deleuze citant Artaud, j'écris pour les
les analphabètes et Faulkner, j'écris pour les idiots, parce que l'écriture n'est pas une affaire privée, une petite affaire à soi, mais aussi comme Kafka faisant parler les animaux, ainsi que le note Walter Benjamin, parce que parmi toutes les créatures de Kafka, les bêtes sont celles qui réfléchissent le plus. Alors écrire pour ce tigre, seulement dire les choses, d'écrire comme ces élèves de l'école Joliot-Curie qui ont noté sur leur blog « Nous sommes allés au cirque Borman Moreno. Nous avons vu des tigres, mais ils sont dans une cage. » Je passe à la ménagerie du Jardin des Plantes, qui est importante parce que, là encore, ce statut de l'image, c'est-à-dire que les apprentis peintres, les étudiants des beaux-arts, dans ces ménageries, eh bien, vous en aviez 10, 12 en train de faire leur crowbar tout le temps. C'est-à-dire que l'image du fauve, dans la symbolique du fauve, dans la civilisation apaisée, régulée, elle fabrique continuellement et renouvelle cette image. Et la ménagerie, qui est quelque chose qui vient de très loin. François Ier recevant le premier rhinocéros, celui que un autre que celui que peindra. Je m'en mêle, mais enfin, retournez voir, c'est sur mon blog, l'histoire du rhinocéros de Dürer et de François Ier se rendant sur le Frioul au large de Marseille, parce qu'il n'est pas question de laisser cette bête sauvage mystérieuse aborder le territoire, et que c'est là qu'il a l'idée de planter un fortin sur ce rocher pour protéger Marseille, et que ça deviendra le château d'If, que cette bestiole va mourir sur le rivage, et Dürer, ce qu'il va reproduire, il fera ça lui-même, ce rhinocéros magnifique qui va fonder la réalité du rhinocéros, qui n'existe sinon que par une allusion dans Pline, des mercenaires qui racontent en avoir vu un peu plus loin, en remontant vers les sources du Nil. Dürer se fait envoyer ses dessins de la bête morte échouée et fabrique son rhinocéros vivant avec ça. Vous voyez, c'est cette logique qui est là. À la ménagerie du Jardin des Plantes, je n'ai donc pas vu de tigre. Pourtant, ils furent nombreux ici, entre ces barreaux, les registres d'entrée des mammifères qu'il est possible de consulter sur le site de la bibliothèque de recherche du Muséum national d'histoire naturelle, l'enquête, témoignent du flux incessant de tigres mâles, femelles, de passage dans la fauverie, quelques mois ou quelques années, vous allez voir l'irruption du temps, leur durée de vie étant extrêmement variable. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, ces animaux provenaient pour l'essentiel des possessions françaises en Asie, en Cochinchine, comme on appelait la zone du bas Mékong, à partir de 1859, année du débarquement d'un corps expéditionnaire français et de la nomination d'un gouverneur, l'amiral de la Gandière, son tigre, offert d'abord en 1864 au ministre de la Marine, le marquis de Chasseloup-Laubat, se retrouva en cage dans la fauverie du Jardin des Plantes à Paris, où il resta 2 ans, célèbre pour son intimité avec un chien qui semblait partager sa demeure et ses humeurs, souvent mauvaises, il faut bien l'admettre. Sa mort, magnifiée dans un article de journal en 1866, fut le moment de se souvenir de leur rugissement et jappement conjoint, même si le chien, effondré par la mort de son compagnon, décida de rester dans la cage solitaire, désormais, et de refuser toute nourriture. Les archives ne permettent pas d'en savoir plus sur les prolongements de cette merveilleuse amitié. On les imagine funestes. La Gandière figure encore sur les registres à la date du 15 septembre 1866 pour l'entrée à la ménagerie d'un tigre âgé de 18 mois que l'administration confie aux bons soins de M. Poisson de Bordeaux. 1 an plus tard, en juillet 1867, ce même mois de juillet, entre un nouveau tigre, un mâle, don d'un colonel de Cochinchine, mais il sort lui aussi sur un brancard dès l'année suivante. Puis en mai 1868, 2 nouveaux mâles pour lesquels les administrateurs notent sur les registres donnés par Sa Majesté l'Empereur, etc., etc. Rares sont les animaux qui vivent longtemps dans la ménagerie. On en découvre toutefois au fil des registres, comme cet exemplaire offert par les rois de Siam, entré dans les collections de la ménagerie en
1864 et mort 10 ans plus tard. Longévité exceptionnelle pour ces tigres capturés, puis ballottés, fatigués durant une longue période de transport par mer et par terre dans des cages étroites, effrayées en permanence par le monde qu'ils aperçoivent en sortant des cales des navires, puis soumis au regard et à la morgue des visiteurs du jardin zoologique, etc., etc. Cas particulier, bon, je résume, mais ce qui est fascinant, c'est que on prend un marqueur, et c'est là l'apport de Walter Benjamin. Le marqueur, c'est l'archive de la succession des tigres dans la ménagerie du Jardin des Plantes, qui existe toujours. Regardez, Julio Cortázar, l'histoire de l'axolote, cet émigré là qui vient chaque jour voir cette bestiole dont le caractère, c'est que comme l'espèce humaine, elle garde des caractères embryonnaires, elle ne devient jamais complètement adulte, c'est ce qui lui permet de s'adapter du milieu aquatique, le lac de haute montagne, au milieu terrestre, renfilant ses branchies, en faisant des poumons, capable de se reproduire en milieu terrestre si le lac est asséché, puis de recommencer le cycle. Cortázar et le côté fantastique, l'échange entre le narrateur et l'animal. Et donc, vous voyez tous ces prolongements, ça va se recroiser sans cesse. Et c'est comme si à chaque fois qu'il explorait une case du labyrinthe, vous-même vous retrouvez les vôtres. Et vous pouvez encore les prolonger. Et puis, bien sûr, là, une histoire du colonialisme. C'est-à-dire l'histoire géographique et symbolique du colonialisme. Et au point, alors, je ne sais pas, évidemment... raconter toutes les strates et tout ce qu'il déplie, et en particulier ce rapport à la photographie. En quoi la photographie introduit un rapport différent par rapport à la peinture, par rapport à l'animal vivant, c'est-à-dire la représentation transportable. On peut s'éloigner du Jardin des Plantes avec la plaque de verre, mais la plaque de verre atteste d'un moment particulier de réalité. Tout ça, là-dedans, ça se travaille. Et puis, il y a un autre trait d'union là, qui est totalement fascinant. Ça occupe là encore une section, mais là, tout d'un coup, on la lit là, comme ça dans la nuit, avec les yeux... Musée d'histoire naturelle à Paris, je pense que chacun de nous, justement, tu y emmènes les enfants. Quelle belle leçon. En plus, la scénographie, maintenant, est géniale sur la protection des espèces, etc. etc. Mais, longtemps, le clou de ce truc-là, et c'est important, c'est par exemple, dans cette même cour-là, du Jardin des Plantes, derrière la ménagerie, quand vous approchez du Muséum d'histoire naturelle, eh bien, plus bas que la Nouvelle-Calédonie, dans les Kerguelen, dans ces années 1850, après une énorme tempête, un calmar s'est échoué. Une bête de 12 mètres ou 14 mètres de long. Cette bête a été convoyée à Paris. Elle est immergée dans un énorme fût d'alcool. Et donc, vous savez, ces centaines de litres d'alcool avec un calmar qui... Mais où le mettre? Quoi en faire? Personne n'y a jamais touché. Mais il est toujours là, dans la cour. On ne le dit pas trop. Mais oui, ces courts-circuits, là, cette histoire aussi du monstre, du danger, là, la bête des grands fonds, eh bien, dans ces galeries qui sont maintenant la magnifique scénographie des galeries de l'évolution et ces musées d'histoire naturelle, dans le paradoxe aujourd'hui par rapport au documentaire, par rapport à voir la bête dans son élément naturel, et tout ça aussi, c'est ça qui résonne. De quel droit on s'appropriait? Et là, ce qui est fascinant dans ce livre, est totalement inattendu pour moi, c'est cette légitimité à tuer. Alors on le sait, mais tout d'un coup on le suit concrètement. C'est-à-dire en quoi le droit de donner mort, le monstre, le sauvage, le féroce, alors que paradoxalement, à part les tigres mangeurs d'hommes, la plupart de ces bestioles jamais ne s'attaquent à l'homme. Elles vivent cachées, elles vivent à l'écart, elles sont nocturnes. Mais cette question dans l'épopée coloniale, c'est on s'approprie, on domine, on tue. Et on ramène ce qui est tué. Et il y a cette incroyable histoire, même sur
Facebook, l'autre jour, je parle de ce livre, et puis tiens, un autre ami auteur, directeur de collection chez Verdier, traducteur de Rilke, etc., Jean-Yves Masson, qui a dit « Oh, moi, le tigre, c'est mon souvenir d'enfance, c'est dans le muséum d'histoire naturelle, cet éléphant avec le tigre qui saute pour tuer le cornac et le chasseur qui le tire à bout portant. » C'est-à-dire qu'on avait reconstitué cette scène. Et pour Jean-Yves Masson, c'était un souvenir fascinant de l'enfance. Eh bien, évidemment, petite note un peu aigre-douce de Yannick qui répond à Jean-Yves, je pense pas qu'ils se connaissent, dire ben oui, mais justement, j'en parle un peu dans mon livre. Ben oui, on en parle là, parce que là, on va pouvoir faire une étude de cas très concrète, très documentée. Pourquoi ? Parce que les deux types, les chasseurs, il y en a un qui s'appelle Philippe, comte d'Orléans, et l'autre, je ne sais plus quoi, duc d'Orléans, enfin en tout cas, cette espèce d'héritier, là, famille royale, évidemment, mais on est encore là, dans cette fin du 19e siècle, même pas, je crois même que c'est 1928, attendez, il faudrait que je révise, sinon je vais avoir des histoires avec l'auteur, mais en tout cas, deux types de la haute, la preuve, ils sont montés sur un éléphant, qui viennent là en expédition, mais est-ce que c'est perdu, ce monde ? Non. Regardez les histoires de la NRA américaine, NRA américaine en ce moment, avec Biden qui n'ose rien faire, avec Trump qui leur cirait les pompes, et puis en ce moment, tout d'un coup, ça se fracture un peu. Pourquoi ? Parce que ce président de la NRA, National Rifle Association, revient d'un safari en Afrique où il a tué des éléphants. Pourquoi faire ? Pour faire naturaliser leurs pieds et en faire sa table de salon. Dans mon salon, les pieds de la table de luxe, ce sont les pieds des éléphants que j'ai tués moi-même. Donc, oui, c'est ces choses-là. Et puis, quand vous tuez, c'est là où revient Modiano. Ces lieux, ils sont hantés d'histoire. J'ai parlé à la ménagerie et le siège de Paris. On est juste à 150 ans après la commune elle-même, suivant le siège. Tout ça, tout d'un coup, on se retrouve à marcher sur, vous savez, je ne sais plus où, c'est à Orsay, ouais, je crois que c'est à Orsay, à un moment donné, on a une espèce de plaque de verre et on marche au-dessus d'une maquette de la ville de Paris. Comme par hasard, d'ailleurs, juste à l'endroit où il y a un ours blanc naturalisé, qui lui aussi a toute une histoire, etc., etc. On n'en finit pas de mettre tous ces déplis, là, à côté les uns à côté des autres. Eh bien, ce que fait le Marek, c'est prendre cette histoire des chasses, prendre cette histoire des relations de chasse, prendre cette histoire des récits, et même dans Jules Verne. Ils sont de Nantes, tous les deux. Et puis, prendre aussi les archives photographiques, comment la photo, la pose, le lendemain, c'est-à-dire détail totalement ragoûtant. Ce duc d'Orléans, on éventre la bestiole pour enlever la tripe, parce que l'appareil photo, on ne l'a pas emmené à la chasse, donc on fera la photo que le lendemain. Donc il vaut mieux enlever la tripe. Et puis, en quoi même, il y a des archétypes du récit de chasse. C'est-à-dire, le tigre, il est fuyant. Évidemment, il crève de trouille avec ces énormes éléphants qui foncent. Donc on tire, l'animal est blessé, et l'animal va se cacher encore plus loin. Donc c'est l'animal blessé, maintenant, l'animal condamné. Vers lequel on... Et ça, c'est ces histoires, par exemple, de chasse à courre récemment, je ne sais plus dans quelle banlieue et gare de RER, il y avait un cerf, et puis ces connards de chasseurs qui venaient le pister jusque dans la cour de la gare. C'est les gamins qui attendaient le RER qui ont réussi à les bloquer au dehors. Je mélange un peu tout. Ouais, mais lui, dans le livre, il a pris le temps de le faire bien. Et donc, la chasse est toujours dédoublée. Il y a blesser l'animal, et puis ensuite, aller l'achever, le rejoindre, pister, l'achever. Sauf que là, cette tigresse... Par exemple, cette tigresse, elle est
un peu plus lente, elle ne peut pas s'échapper. Pourquoi? Parce qu'elle a deux petits tigrous, deux petits tigres, deux petits machins. Eh bien, le duc d'Orléans, fier de dire le lendemain, on avait tué les deux petits, donc on était sûr qu'elle reviendrait. Et là, ils l'attendent. Simplement, ils n'ont pas prévu que la bête, blessée, dans un bond, se précipite. Et les deux d'Orléans, qui n'ont rien à voir avec la ville d'Orléans, j'espère, eh bien, il y en a un, son fusil est cassé. En tout cas, il tombe, perdu, et puis c'est l'autre qui va aligner la bestiole d'une balle en pleine tête. Eh bien, on a la relation, le récit, leurs archives, l'histoire de la photo, et puis en plus, ces mecs, ils savent écrire. Puis, je vous dis pas tout, hein, là, regarde, ça parle sur l'inné. La bête est à terre, entourée des shikaris, rejoint par des habitants en liesse, apportant en récompense des branches de cocotiers chargées de fruits. C'est bien la tigresse que j'ai tirée en premier, écrit Henri. Il reconnaît la balle qui lui a traversé la cuisse. Voici ce qu'il note à propos de ce trophée. L'animal est superbe, d'un jaune tirant sur le roux avec une fourrure douce et fine, admirablement rayée. Je l'examine, la touche, la tire, la palpe. Enfin, je vois de près un fauve. Ailleurs et autrement que dans une ménagerie. Quelles pattes énormes, avec ses griffes rentrées. Les crocs ont plusieurs centimètres de longueur. Il en manque un que nous avons brisé avec une de nos balles. Morès a logé les deux siennes à l'épaule. Ma dernière est au-dessus de l'œil. Voilà, un petit échantillonnage. C'est chez Arléa, Yannick Lemarec. Constellation du tigre. Moi je dis livre avec tigre. Mais franchement, bam, ça tilte quoi. La question c'est, qu'est-ce qu'on traîne encore à l'intérieur de nous? De tous ces substrats mais inconscients, mais qui viennent de si loin, qui rejoignent tant et tant, pour que, quand on lit une enquête comme ça, dans le seul plaisir de déplier le fait divers, de rejoindre la littérature, de rejoindre la ville, de rejoindre l'histoire coloniale, depuis ces dispositifs qui existent toujours, voir un fauve de près. Est-ce que là, par exemple, le documentaire animalier, comment il va voir de près, différemment, etc. Ces pulsions sourdes, ça devient un page turner. Vraiment, gratitude. Allez, montage, pour que ce soit demain.